Le jour, il y a des gens qui rassurent les voisins. Toujours polis, jamais en retard. Une maison propre, un sourire au bon endroit, un bonjour au bon moment. Des existences si bien rangées qu'on en oublierait presque de se demander ce qu'il y a derrière la porte du fond, celle qu'on n'ouvre jamais. Mais parfois, ce vernis craque, une fêlure dans la routine, une phrase qui se répète, une ombre qui n'était pas là hier. Et l'on découvre que toute cette vie, parfaitement alignée, n'était peut-être qu'un décor, bricolé dans l'urgence par un esprit qui refuse de voir. Ce soir, éteignez les lumières, fermez les yeux, et demandez-vous si ce que vous appelez votre vie n'est pas, quelque part, une histoire que vous vous racontez pour ne pas hurler. Bienvenue dans le noir. Le réveil sonne à 6h30. Un bip net, sec, sans variation. Comme tous les matins, Paul tend la main avant même d'ouvrir les yeux et coupe l'alarme au premier son. Sa main trouve le bouton sans hésiter, comme si elle connaissait la distance exacte au millimètre près. Sur la table de nuit, le verre d'eau à moitié plein, le livre refermé, le téléphone posé bien droit, écran vers le haut. Tout est à sa place. Il ouvre les yeux. Plafond blanc, sans traces, sans fissure. À sa droite, le corps endormi de Claire, ses cheveux bruns éparpillés sur l'oreiller. Elle respire doucement. Paul sourit. « Debout, ma belle », murmura-t-il, comme chaque matin. Elle ne répondit pas. Elle ne répond jamais vraiment à cette phrase-là. Elle bouge juste un peu, grogne quelque chose qui ressemble à un se tourne sur le côté. Paul se redresse, passe sa main sur son visage, rasé de près, toujours. Il se lève, enfile son peignoir, descend l'escalier. Le bois ne grince pas, il ne grince jamais. Dans la cuisine, il allume la lumière. Le néon claque et s'allume aussitôt, sans clignoter. Sur la table, le bol de son fils Léo est déjà posé, avec sa cuillère, à côté du paquet de céréales aligné, parallèlement au bord de la table. Il ne se souvient pas l'avoir préparé la veille, mais ce n'est pas grave. C'est normal, se dit-il. Tout est normal. Sur le frigo, le calendrier. Paul passe devant sans y prêter attention. Attrape le café, appuie sur le bouton. La machine ronronne. Un parfum de café chaud envahit la pièce. Et puis, il s'arrête. Il revient vers le frigo. Le calendrier indique jeudi 12 mars. Depuis combien de temps est-on en mars ? Il fronce les sourcils. Il déchire la petite feuille d'hier, par habitude, et la laisse tomber dans la poubelle. En dessous, jeudi 12 mars. La même date. La même phrase en bas, inscrite de sa propre écriture. Rendez-vous dentiste Léo, 17h. Il cligne des yeux. Son cœur rate un battement. Je me suis trompé en notant, marmonne-t-il. Mais quelque chose le gêne. Il ne se souvient pas d'avoir écrit cette note. Il ne se souvient pas non plus d'un rendez-vous chez le dentiste. Dans l'escalier, des petits pas résonnent. Léo arrive, pyjama bleu, cheveux en bataille, traînant son doudou derrière lui. « Bonjour, papa !» Toujours la même intonation, les mêmes 2 mots, la même façon de lever la tête à la fin, légèrement sur la droite. « Salut, champion !» répond Paul, en posant un baiser sur son front. Léo s'installe à table. Paul lui sert les céréales, verse le lait. Une image s'impose à lui sans prévenir. Un autre bol, éclaté au sol, du lait et du sang mélangés sur du carrelage blanc. Il secoue la tête, l'image disparaît. « Ça va, papa ?» demanda Léo. Paul fixe son fils,
Ses yeux sont étranges, pas vides, mais uniformes, comme si la lumière n'y accrochait jamais vraiment. « Bien sûr que ça va, » répond Paul en souriant. « Tout va bien. » Tout va toujours bien. La phrase laisse un arrière-goût métallique dans sa bouche. Au bureau, tout est lisse. Paul travaille dans une société d'assurance. Des écrans, des dossiers, des chiffres. Le décor parfait pour quelqu'un qui aime que tout soit aligné, prévisible. Il arrive à 8h45, comme tous les jours. Son badge bip au portique, la porte s'ouvre. « Salut, Paul !» lance Julien, son collègue, en lui tapotant l'épaule. Même voix joviale, même geste, même sourire. « Salut !» répond Paul. Ils viennent s'asseoir au même bureau, face à face. Julien allume son ordinateur. « T'as passé un bon week-end ?» La question le fige. Paul fouille sa mémoire. Le week-end. Que s'est-il passé ce week-end ? Une image s'impose. Un parc, un ballon rouge, Léo qui rit, Claire qui lit sur un banc. Mais tout est flou, comme une photo surexposée. Il ne se souvient pas du trajet, ni du temps, ni du soir. « Oui, super, » répond-il. Julien hoche la tête, l'air satisfait. « Tant mieux, faut en profiter, hein. La vie est trop courte. » Il a déjà dit ça, mot pour mot. « Et toi ?» tente Paul. Julien le regarde, son sourire se fige légèrement. « Quoi, moi ?»« Ton week-end, t'as fait quoi ?» Un blanc. Les yeux de Julien papillonnent, comme s'il cherchait quelque chose derrière celui de Paul, et ne trouvait rien. « Oh, tu sais, des trucs, rien d'intéressant. » Et la conversation s'arrêta là, nette, comme si les mots suivants n'avaient jamais été écrits. Paul allume à son tour son ordinateur. Le fond d'écran apparaît. Claire, Léo et lui sur une plage. Léo a un château de sable. Claire porte un chapeau de paille. Il sourit. Il se penche en avant. L'horizon est parfaitement droit. Trop droit. Pas un nuage. L'eau figée, sans la moindre ride. Ils ne font pas face au soleil, mais il n'y a pas d'ombre derrière eux. Il sent la sueur lui couler dans le dos. Une petite icône clignote. Nouveau mail. Objet. Rappel. Accident familial. Cour d'assises. Paul ouvre l'email avec une brusquerie qui le surprend lui-même. L'écran clignote. Puis, le message change. Objet. Rappel. Réunion mensuelle service sinistre. Il cligne des yeux, relit. Le texte du mail est parfaitement banal. Date, heure, ordre du jour. Rien d'autre. Sa respiration s'accélère. Au loin, quelqu'un rit. Le son résonne trop longtemps, comme un écho dans un tunnel. Les nuits deviennent plus difficiles. Paul se réveille de plus en plus souvent en sueur, le cœur battant à tout rompre, avec la sensation d'être tombé de très haut. Mais lorsqu'il ouvre les yeux, il est dans son lit, à côté de Claire, dans leur chambre impeccablement rangée. Il n'arrive jamais à se souvenir du rêve, seulement de fragments. Un crissement de pneus, un cri déchirant, un flash de gyrophare, le goût d'un tube de plastique dans sa gorge. Il se tourne vers Claire. « Tu dors ?» Toujours le même gémissement, vague. « Claire, est-ce qu'on a eu un accident un jour ?» demande-t-il une nuit, la voix tremblante. Elle se retourne vers lui. Ses yeux sont ouverts, noirs, avalant la lumière. « Tout va bien, Paul, » murmure-t-elle très clairement. « Tout va toujours bien. » Il se recule, glacé, sa nuque se hérisse. La seconde d'après, elle a refermé les yeux. Elle respire comme si rien ne s'était passé. « Claire ?» Elle ne répond plus. Paul se lève, pieds nus sur le parquet. Il descend au rez-de-chaussée sans allumer, guidé par l'habitude,
Dans la cuisine, la faible lueur du réverbère de la rue dessine des carrés pâles sur le carrelage. Sur le frigo, le calendrier. Jeudi 12 mars. L'encre de la note. Rendez-vous dentiste Léo, 17h. Semble plus fraîche qu'hier. Paul tend la main. Ses doigts touchent le papier. Le calendrier est froid, réel. Il attrape un stylo, ajoute en dessous « Acheter pain ». Les lettres apparaissent, bleues, un peu tremblées. Il pose le stylo. Il recule de 3 pas. Il cligne des yeux. Acheter pain n'est plus là. Il s'approche à nouveau, se penche, l'encre a disparu. Le papier est intact, lisse. Quelque chose, dans le silence de la maison, semble retenir son souffle. Le lendemain, il décide de tenter une expérience. Il rate volontairement son timing. Au lieu de couper le réveil au premier bip, il attend. Le son se déclenche. Un bip, puis un autre. Il laisse passer 10, 15, 20 sonneries. Claire ne bouge pas. Léo ne descend pas, ne se plaint pas. Le bip reste identique. Même distance entre chaque son. Aucun agacement, aucun changement de tonalité. Au bout de 30 bips, Paul l'éteint d'un geste sec. Le silence qui suit est si brutal qu'il a l'impression qu'on vient de lui arracher quelque chose d'essentiel. « Tu n'es pas allé travailler ?» demande Claire en s'étirant. Il la fixe. Elle le regarde, cette fois vraiment. Ses iris ont une couleur indéfinissable. Ni marron, ni vert. Juste uniforme. « On est quel jour ?» demanda-t-il. « Jeudi ?» répond-elle sans hésiter. « Quel jeudi ?»« Le jeudi, Paul, c'est jeudi. » Une migraine commence à pulser à l'arrière de son crâne. « Et le week-end dernier, tu te souviens de ce qu'on a fait ?» Claire fronce imperceptiblement les sourcils, comme si on venait de lui poser une énigme abstraite. « Le week-end, on fait des choses en famille, Paul, toujours. On est une famille, non ?» Elle lui sourit. Son sourire est parfait, symétrique. Trop symétrique. Il se lève sans un mot. Dans le couloir, le téléphone fixe sonne. Il ne sonne presque jamais. Il décroche. « Allô ?» Un souffle au bout du fil, puis une voix distordue, lointaine, comme à travers plusieurs couches de verre. « Monsieur Laroche, vous m'entendez ? » ?»« Vous faites erreur, » répondit Paul, la gorge soudain sèche. « Je m'appelle Paul Garnier. » »« Vous êtes à l'hôpital Sainte-Brigitte. Vous êtes en sécurité. Nous sommes le... Vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. » Paul raccroche, tremblant. Il reste là, l'appareil à la main, longtemps, à écouter le silence revenir à sa place. Dans sa main, le combiné est froid, très froid. Derrière lui, la voix de Claire retentit, toujours joviale. « Paul, Léo va être en retard à l'école. » Sans qu'il ne se souvienne l'avoir entendu descendre, Léo est là, dans l'encadrement de la porte, cartable sur le dos. « Bonjour, papa. » Même intonation, même angle de tête. Paul sent quelque chose se déchirer en lui. Une fissure. Un début. Les jours suivants, la réalité se met à fuir. Une fourchette qui tombe au ralenti, comme dans l'eau. Un bus qui passe devant chez lui sans bruit. Un nuage qui reste figé dans le ciel pendant des heures. À la télévision, le présentateur du journal bégaye, répète la même phrase 3 fois, avant que l'image ne se brouille un instant, puis reprenne comme si de rien n'était. Une nuit, en allant aux toilettes, Paul voit une porte au bout du couloir. Une porte qui n'a jamais existé. Elle est peinte en gris, avec une petite vitre rectangulaire en haut, en plastique transparent strié. La lumière jaune qui filtre derrière pulse lentement, comme une respiration. Sur la porte, un écriteau. Accès interdit. Personnel uniquement. Son cœur s'emballe. Il s'approche. La poignée est métallique, froide.
Quand il pose la main dessus, une odeur d'antiseptique lui monte au nez, du désinfectant, du savon hospitalier, de la sueur. Et, par-dessus tout, un fond de plastique chaud. Une voix lointaine, de l'autre côté, prononce son nom. Pas Paul, l'autre, celui du téléphone. Monsieur Laroche, réveillez-vous. Il enlève sa main comme s'il s'était brûlé. Non! Il recule, puis cligne des yeux. La porte n'est plus là. Le couloir est nu, juste le mur blanc, le cadre de photos de leurs vacances à la montagne, le portant à manteau. Paul recule jusqu'à la chambre, les jambes tremblantes. Il s'effondre sur le lit. Claire dort, ou fait semblant. Il enfouit son visage dans ses mains. « Je ne veux pas, » murmure-t-il. « Je ne veux pas voir. » Et un matin, il craque. Il prend sa voiture, il pose un baiser machinal sur le front de Léo, fait un signe de la main à Claire, démarre sans allumer la radio. Il ne va pas au travail. Il roule. Il sort de la ville, les panneaux défilent. Champfleury, 2 kilomètres, Beauval, 5 kilomètres. La route est parfaitement lisse, aucun autre véhicule. Le ciel d'un gris uniforme. Au bout d'une demi-heure, il aperçoit un rond-point. Il le prend. Première sortie. La route continue, monotone. 10 minutes plus tard, un nouveau rond-point. Même arbre solitaire au milieu, même panneau Champfleury, 2 kilomètres, même tache d'huile au sol. Il s'arrête sur le bas-côté. Il descend. Le silence est total. Pas un oiseau, pas un insecte. Le vent ne souffle pas. Sur le panneau, les lettres semblent mal accrochées à la réalité, comme si leur contour bavait un peu. Il fait le tour du rond-point à pied, 3 fois, 4 fois. Chaque fois qu'il revient à son point de départ, la même chose l'attend. Le panneau Champfleury, 2 kilomètres. L'arbre solitaire, la tache d'huile, comme si le monde n'avait qu'un seul décor extérieur en stock. Il court soudain. Il s'éloigne du rond-point, dans le champ. L'herbe sous ses chaussures ne se plie pas, ne se salit pas. Elle est parfaitement identique, brin après brin. Il s'arrête. Au loin, une ligne grise, horizontale, rien d'autre. Il a la sensation d'être un personnage sorti trop loin d'une carte, arrivé à la frontière de ce que le jeu a bien voulu générer. Son téléphone sonne. Il le sort de sa poche avec des doigts engourdis. Numéro inconnu. Il décroche. Monsieur Laroche, ici le docteur Ménard. Votre tension monte dangereusement. Vous devez accepter de vous réveiller maintenant. Votre cerveau ne peut pas maintenir cette construction indéfiniment. Paul lâche le téléphone, qui tombe dans l'herbe sans bruit. L'écran s'éteint aussitôt. Il ferme les yeux. « Non !» répéta-t-il. « Je ne veux pas !» Quand il les rouvre, il est assis à la table de la cuisine. Léo enfile sa veste. « Papa, on va être en retard à l'école. » Claire sourit. « Tu rêvassais encore, dis donc. » Paul sent une larme lui couler sur la joue. Il ne sait plus depuis combien de temps il pleure. La fissure devient un gouffre le jour de l'anniversaire de Léo. 6 ans. Il l'a toujours su. Léo avait toujours 6 ans. C'est un fait, une vérité. La maison est décorée de ballons bleus. Une banderole « Joyeux anniversaire » traverse le salon. Une odeur de gâteau au chocolat flotte dans l'air. Ils sont 3. Aucun ami n'est venu. Personne ne frappe à la porte. Il ne s'en étonne pas. Il ne s'est jamais étonné de ça jusque-là. « Fais un vœu, Léo » dit Claire en posant le gâteau sur la table. 6 bougies, 6 petites flammes identiques, parfaitement alignées. Léo ferme les yeux, prend une inspiration, souffle. Toutes les bougies s'éteignent à l'unisson, sans la moindre résistance. La pièce est plongée dans la pénombre. Le temps que Paul se lève pour allumer la lumière, quelqu'un claque des doigts. Les 6 bougies se rallument d'un coup. Léo n'a pas bougé.
Fais un vœu, Léo. La voix de Claire se détériore légèrement sur la fin de la phrase, comme un vieux disque rayé. Léo obéit. Encore, et encore, et encore. Arrêtez, murmure Paul. Personne ne l'entend. La scène se rejoue, identique. Je vous ai dit d'arrêter! Sa voix éclate, brutale, brisant le rituel. Les deux autres se tournent vers lui en même temps. Leurs visages. Les traits de Claire sont encore là, mais approximatifs, comme si quelqu'un les avait redessinés de mémoire et avait oublié les nuances. Les yeux de Léo ne reflètent plus rien. Leur peau a la texture d'un masque trop lisse. « On t'aime, Paul, » dit Claire, mais sa bouche ne bouge pas totalement en rythme avec les mots. « On t'aime, papa, » répète Léo. Leurs lèvres se décalent, le son prend du retard, puis de l'avance. Les murs du salon se mettent à vibrer. Le papier peint se fissure, laissant apparaître en dessous une surface blanche, carrelée, éclaboussée de taches sombres. Une odeur d'eau de javel et de plastique fondu envahit la pièce, chassant celle du gâteau. Paul se lève d'un bond. La table vacille, les bougies s'éteignent pour de bon. Dans le noir, il entend d'autres sons qui n'appartiennent pas à cette maison. Le bip régulier d'un moniteur, des voix basses qui murmurent, le froissement d'une blouse, un chariot métallique qu'on pousse. « Monsieur Laroche, vous me percevez ? Si vous m'entendez, serrez ma main. » La voix du docteur est soudain très proche, comme si elle parlait juste à côté de son oreille. Paul sent quelque chose contre sa paume, des doigts froids, réels. « Non, je veux rester avec eux. » balbutie-t-il. Rester avec qui? Il rouvre les yeux. Claire et Léo ne sont plus là. À leur place, du vide, des chaises renversées, le gâteau n'est plus qu'une tache informe, glissant lentement sur un sol qui n'est plus du parquet, mais du carrelage blanc. Les ballons bleus sont figés en plein vol, immobiles, comme suspendus dans de la résine. Le salon se déforme, se plie, les murs se rapprochent, se dissolvent, laissant apparaître derrière eux un autre lieu. Une chambre, étroit, trop éclairé. La lumière néon agresse ses yeux. Les murs sont blancs, mais tachés par endroits. À sa droite, un moniteur affiche des courbes irrégulières. À sa gauche, une perfusion goutte. Il est allongé. Son corps lui semble étranger, pesant, lourd, comme s'il n'avait pas bougé depuis des années. Il tente de lever la main. Elle met un temps infini à lui obéir. « Doucement, » murmure une voix. « Très bien, monsieur Laroche, restez calme. » Un visage s'approche. Masque chirurgical, lunettes, yeux fatigués, une blouse, un badge. Docteur Ménard, psychiatrie médico-légale. « Où est Claire ? Où est Léo ? » demande Paul. Sa voix est rauque, cassée. Le médecin le regarde longtemps, avec une forme de compassion lasse. « Vous vous souvenez de Clara et Léo ? » demande-t-il en insistant sur le « A ». Paul cligne des yeux. Une avalanche de sensations s'abat sur lui. La pluie sur un pare-brise, l'alcool dans sa gorge, un volant qui est serre trop fort, des phares qui surgissent, le hurlement déchirant d'un enfant, du verre qui éclate, la tôle qui se plie, le monde qui bascule. Le silence après. Puis des sirènes, des voix, une pression sur sa poitrine, une lumière blanche, insupportable. Et quelque part très loin, la phrase d'un policier qu'il a refusé d'entendre pendant des années. « Votre femme n'a pas survécu. Votre fils est dans un état critique, monsieur Laroche. » Il hurle. Le cri s'étrangle dans sa gorge trop sèche. Le moniteur s'emballe, bipant frénétiquement. Le docteur fait un geste vers l'infirmière. « Un calmant, vite !»« Non, 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 je veux revenir, je veux ma vie, je veux ma maison, je veux mon fils !» Les larmes lui brûlent les yeux. Il tente de se redresser, mais des sangles lui cisaillent les poignets. Il est attaché au lit. Ses bras sont maigres,
marbré de bleu jauni. « Vous êtes à l'hôpital Sainte-Brigitte, monsieur Laroche, » répète doucement le docteur. « Cela fait quelques semaines que vous êtes ici. Votre cerveau commence à lâcher. Nous devons vous ramener. »« Ma vie !» sanglote-t-il. « J'avais une vie bien rangée. » « Non, monsieur Laroche, » corrige le médecin, la voix presque tendre. « Vous avez inventé une vie bien rangée pour oublier que la vôtre s'est arrêtée sur une route nationale, un soir d'orage. » L'infirmière approche la seringue. Une chaleur brûlante envahit le bras de Paul, remonte le long de ses veines. Autour de lui, la chambre vacille, les murs se floutent. L'espace entre le lit et la porte semble s'étirer à l'infini. Dans un coin, une télévision est accrochée au mur, éteinte. Dans le reflet noir de l'écran, il ne voit pas un homme en tenue d'hôpital, maigre, le visage ravagé, mais lui-même, tel qu'il se souvenait. Costume impeccablement repassé, cheveux parfaitement coiffés, sourire sûr de lui. « Mon fils, où est mon fils ?»« Il est en état critique, monsieur Laroche. Nous faisons notre possible. » Derrière lui, dans ce reflet, Claire se tient droite. Elle lui tourne le dos. Elle s'éloigne vers un corridor sombre qu'il ne connaît pas. « Attends, je t'en supplie. » Elle ne se retourne pas. Le noir commence à ronger les bords de sa vision. La voix du docteur s'éloigne, déformée. « Respirez calmement, monsieur Laroche. On va vous aider à affronter la réalité. Il est temps. Il est temps. » Paul ferme les yeux. Dans la dernière seconde de lucidité, il tente désespérément de reconstruire sa maison, sa cuisine, le calendrier, les rires de son fils, le bol de céréales. Mais les détails lui échappent, les contours se dissolvent. Tout ce qu'il parvient à conserver, c'est une sensation, celle d'ouvrir les yeux le matin et de savoir, avec une certitude absolue, ce qui va se passer dans la journée. La sécurité du scénario répété. Puis, cette certitude lui est arrachée, comme tout le reste. Le noir avale tout. Il ne sait pas combien de temps s'écoule. Quand un bruit finit par percer l'obscurité, ce n'est pas un bip de machine, ni la voix d'un docteur. C'est le son d'un réveil. Un bip net, sec, sans variation. Paul tend la main, par réflexe. Sa main trouve le bouton au premier essai. Le bip s'arrête. Il ouvre les yeux. Plafond blanc, sans trace. À sa droite, la place dans le lit est froide, vide. Sur la table de nuit, un verre d'eau à moitié plein, un livre refermé, un téléphone posé bien droit, écran vers le haut. Dans la cuisine plus bas, un bruit de cuillère. Une voix d'enfant. « Papa, dépêche-toi, on va être en retard !» Son cœur se serre. Il sait. Il sait que ce n'est pas réel. Il sait qu'il est, quelque part, attaché à un lit d'hôpital, le corps brisé, entouré de machines. Il sait que Claire ne viendra plus. Mais la chaleur qui monte de la cuisine, l'odeur du café, le cliquetis du bol, tout est si tentant. Une larme lui coule sur la joue. « S'il vous plaît, » murmure-t-il, sans savoir à qui il s'adresse. « Juste encore un peu. » Il se lève. Ses pieds touchent un parquet qui ne grince pas. Le bois est tiède, lui aussi. Lui, surtout. Dans le couloir, sur le mur, il y a des photos. Lui, Claire, Léo. Des vacances, des Noëls, des anniversaires. Rien n'est flou. Les ombres sont parfaitement dessinées. Sur l'une des photos, pourtant, quelque chose cloche. Dans le reflet d'une vitre, derrière eux, on aperçoit vaguement un lit d'hôpital. Des tubes. Une silhouette allongée. Mais si on ne regarde pas trop, on peut l'ignorer. Il descend l'escalier. Léo est là, à table. « Bonjour, papa. » Toujours la même intonation, toujours la même façon de pencher la tête. Paul sourit,
un sourire brisé, fissuré, mais un sourire quand même. « Bonjour, champion. » Il s'assoit. Le silence au dehors est total. Personne ne passe dans la rue. Le temps semble s'être suspendu autour de la maison. Mais à l'intérieur, tout suit son cours, exactement comme il l'a voulu, comme il l'a inventé. Au fond de lui, une petite voix continue de frapper à la porte du fond, celle qui donne sur l'hôpital, sur le docteur, sur le procès, sur la route mouillée. Pour l'instant, il met un meuble devant. Il mangera ses tartines, il boira son café, il embrassera son fils. Et il fera comme si tout cela était vrai, comme si sa vie était encore parfaitement bien rangée. Vous venez d'entendre l'histoire de Paul, un homme qui avait tout, une maison, une famille, une routine rassurante. Tout sauf la chose la plus difficile à affronter, la vérité. Certains mensonges se racontent en une fraction de seconde. D'autres prennent des années à se construire, pierre après pierre, souvenir après souvenir. Mais ils finissent tous par s'écailler, laissant apparaître ce que nous avons enfoui derrière. Alors ce soir, avant de fermer les yeux, posez-vous une question simple. Qu'est-ce que vous refusez de voir ? Ce collègue qui sourit trop ? Cette route que vous évitez ? Ce silence que vous remplissez de bruit ? Et si ce que vous appelez votre vie bien rangée n'était qu'un décor posé devant quelque chose de beaucoup plus sombre ? Rassurez-vous, tant que vous ne touchez pas à la porte au fond du couloir, vous pouvez continuer à faire semblant. Mais rappelez-vous, c'est quand la lumière s'éteint que les histoires les plus honnêtes commencent. Merci d'avoir écouté cet épisode, et à bientôt, dans le noir.